Comme on le sait, le Mali a demandé la révision des accords militaires signés avec la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il y a un autre bras de fer avec la France en ce moment sur la force Takuba et des 90 soldats danois dont le Mali ne veut pas entendre parler. La France accuse la Russie d'être derrière tout ça. Je trouve que c'est le plus grand mépris que des gens peuvent avoir sur un pays. Être un prédateur comme la France l'est et l'a toujours été avec l'Afrique et penser que des dirigeants africains, que les Africains ne peuvent pas rejeter, ne peuvent pas vouloir se débarrasser d'eux, qu'ils quittent nos vies, nos pays, il faut vraiment avoir un niveau de psychopathie très élevé pour le dire. Bref, je vais arrêter parce que je vais m'énerver. Chers amis, bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoum Lel, je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. Je vous avertis, la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, il y a beaucoup d'informations importantes, mais s'il vous plaît, regardez jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Le ministre des Armées françaises, Florence Parly, parle de l'égalité. Pour pas que la vidéo soit longue, on va juste parler du contexte dans lequel la France est intervenue au Mali. Ensuite, on fera une autre vidéo sur Takuba. Y a-t-il une base légale de la présence de la France et quelles sont les raisons de sa présence dans le Sahel? Comme on le sait, l'opération Serval a duré du 11 janvier 2013 au 1er août 2014. À l'époque, tout le nord du pays était envahi par les groupes djihadistes et les rébellions indépendantistes du nord. Ils vont annexer tout le nord du pays, dont 3 villes stratégiques, Tombouctou, Gao et Tessalit. L'opération Serval avait pour but de récupérer le territoire conquis par les djihadistes et Barkhane a sécurisé la zone sahélienne des terroristes officiellement. Il y a 3 principaux groupes djihadistes, l'AQMI, Ansar ad-Din et Moudjahou. L'AQMI est un groupe islamiste algérien lié à Al-Qaïda, d'où son nom Al-Qaïda au Maghreb islamique, que l'Algérie a chassé de son territoire. Ils sont venus se cacher dans le désert malien. La plupart ont épousé des femmes maliennes et sont devenus maliens. Ansar ad-Din est un groupe malien qui existe seulement depuis 2012. Le Moudjahou, lui, est composé de membres maliens de l'AQMI qui ont pris leur indépendance en 2011. On voit bien que 2013 se prépare à l'arrivée de la France. Tous ces groupes peuvent faire alliance, se désunir, se reformer plus tard. Ajouter à cela les combattants venus de la Libye. La Libye que Nicolas Sarkozy et Obama, la France donc et l'Amérique, ont saccagé en 2011 avant d'assassiner son président Muammar Kadhafi. Ces combattants touaregs pour la plupart arrivent au Mali avec les armes, du matériel et de l'expérience de la guerre. Voilà la situation du Mali en 2013 avant l'intervention de la France. On nous a montré ensuite des images où les Maliens applaudissent Papa Hollande de les avoir sauvés. D'ailleurs, c'est assez frappant la facilité avec laquelle Papa Hollande a chassé les djihadistes à l'époque en quelques mois et son incapacité aujourd'hui à tenir tête aux mêmes djihadistes. C'est pas le sujet de la vidéo, mais dans quelles circonstances le Mali s'est retrouvé dans cette situation et sur quelle base légale la France est intervenue au Mali. L'intervention de la France repose sur une lettre de Dioukunda Traoré adressée à l'Élysée demandant à la France de l'aider. Pas n'importe quelle aide dans l'absolu, mais une aide précise et bien définie, écrit noir sur blanc. Mais d'abord, qui est Dioukunda Traoré? C'était le président de l'Assemblée nationale malienne de 2007 à 2012 et président par intérim du 12 avril 2012 au 4 septembre 2013. Le 21 mars 2012, Amadou Haya Sanogo fait un putsch contre Amadou Toumani Touré. La CEDEAO sanctionne alors la junte comme maintenant. Pendant ce temps, le MNLA, le Mouvement national de la libération de l'Azawad, aidé par les Touaregs arrivés de Libye et des djihadistes Ansar ad-Din, envahissent le nord et déclarent l'indépendance de l'Azawad, la partie nord du Mali. Amadou Toumani Touré accepte de démissionner, Sanogo abdique et Dioukunda Traoré est nommé président par intérim. Voilà pour la petite histoire. C'est un peu le même scénario qui aurait dû se passer, mais Assimi Goïta est beaucoup plus résistant que Sanogo. Peu avant la lettre du président Dioukunda Traoré, François Hollande, alors président de la France, disait dans un discours que la France ne participera plus à des opérations de maintien de paix ou de protection des populations qu'en vertu d'un mandat et donc d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais quand il s'agit de l'Afrique, la France oublie très vite sa vertu. Il n'y a eu aucune résolution des Nations Unies pour l'intervention de la France en Afrique. Ils ont souvent évoqué l'article 2085 voté en décembre de la même année, mais l'article ne dit pas ça non plus. L'article prévoyait une armée internationale africaine, allez savoir ce que ça veut dire d'ailleurs, intercontinentale ou incluant d'autres pays extra-africains. Anyway, rien concernant une action unilatérale française. La France a aussi évoqué la légitime défense de l'article 51 de la Charte des Nations
Nations Unies, mais là aussi il est question d'agression armée d'État contre État. Dans le cas du Mali, il s'agissait des groupes internes au Mali. Dans le droit international, tout État a le droit de solliciter l'aide d'un autre État, alors que Dioukunda Traoré n'avait pas été élu, il était juste président par intérim. Mais si un État a le droit de demander de l'aide, il a aussi le droit de définir des clauses de cette aide. Et surtout, il peut rompre le contrat et dire aux aidants, rentrez chez vous. Et apparemment, la France a oublié cela. La France voulait une base acceptable pour pouvoir intervenir au Mali. Les Américains ont refusé de fournir une aide directe à l'armée malienne, mais veulent apporter un soutien aux forces ouest-africaines en se basant sur l'article 2085 des Nations Unies. On connaît tous le langage ambigu de la communauté internationale. L'Amérique dit qu'elle n'apportera qu'un soutien limité à l'armée française en logistique et en renseignement. Pourtant, ils savent que la France n'a aucune base légale pour le faire. Pour l'opinion publique française, pas pour les Africains, les autorités ont joué avec un flou juridique pour pouvoir intervenir au Mali. Hollande dira que l'intervention entrait dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité et Fabius que la résolution du Conseil de sécurité fournit le cadre. Ils jonglent un peu avec les mots en fait. Ils affirment même le 13 janvier, bien évidemment nous intervenons dans le cadre de cette résolution 2085 alors que c'est pas ce que la résolution dit. Pour à la fin utiliser que le terme flou de l'égalité internationale, ce qui ne veut rien dire puisque cela ne repose sur aucune légalité non plus. Pour pouvoir rendre l'intervention plus incontestable, la diplomatie française va rameuter ses copains des Nations Unies. Des déclarations vont être adoptées mais ne donnent quand même pas une valeur juridique à l'intervention. Les organisations africaines comme la CEDEAO vont se mettre au pas, ce qui donne un semblant de légitimité à l'intervention française. Ce qui ne veut pas dire encore une fois que c'est légal. En fait, les autorités maliennes ne demandaient que l'aide de la France. Une aide, bien sûr, qu'on va détailler après, mais ils ont été obligés de faire la même demande aux Nations Unies et au Royaume-Uni par la France pour qu'elle puisse avoir de l'aide et un semblant de légalité pour intervenir. En fait, si d'autres pays acceptent d'aider la France, ils ne peuvent pas la condamner après. Et la demande malienne ne concernait qu'un soutien aérien pour reprendre la ville de Mopti. Dans la lettre du président malien Dioukunda Traoré, il y a écrit qu'il demande une intervention aérienne et un appui pour le renseignement. La France décide donc toute seule d'intervenir au sol et d'installer une armée de 5000 soldats avec 3 bases militaires sur le territoire malien. Le président malien Dioukunda Traoré était d'ailleurs très étonné de voir la France intervenir au sol avec l'opération Serval. Donc si Serval n'était pas légal, comment Takuba, qui est un avatar de Serval, peut être légal? Quand on découvre en fait que le Mali ne voulait pas d'une aide au sol ni d'une base militaire chez lui, que la France a décidé de rester, Serval mute et devient Barkhane, que la France présente comme une force de stabilisation. La France décide dans la foulée de créer Barkhane puis G5 Sahel, ensuite Takuba en incluant l'Union européenne dans la zone. Toujours dans l'idée que si tout le monde est impliqué, ils ne peuvent pas nous condamner. Quand on demande à la fin de l'intervention française, Hollande dit laconiquement que la France restera le temps qu'il faudra. Alors qu'une semaine auparavant, il disait que maintenant c'est aux Africains de prendre le relais, que c'est eux qui iront dans le nord. Aujourd'hui, on sait que non seulement c'est la France qui est allée dans le nord, mais elle interdit l'accès de certaines zones du nord à l'armée malienne. L'Amérique aussi disait que le plan de la France est foireux, mais lui a apporté une aide financière et militaire et installé une base de drones au Niger. Les Nations Unies, quant à eux, ont fait une mise en garde contre l'interventionnisme français, mais comme si les Nations Unies ne pouvaient pas empêcher simplement la France d'intervenir au Mali. Donc on voit que non seulement l'intervention de la France n'a aucune base légale, mais la France a forcé le Mali pour s'installer sur son sol. Quand Parly parle de base légale, elle parle du fait que le Mali avait signé en 2020 pour la force Takuba, mais non seulement le gouvernement qui avait signé n'est plus, mais le contrat est renouvelable et chaque partie peut revoir le contrat. Mais si la France n'est pas allée au Mali pour les beaux yeux du brave peuple malien, ils l'ont fait pourquoi? La première raison, c'est pour protéger les ressources qui sont dans la région. C'est dans ce cadre que Barkhane a été créé. Il y a d'abord la région de Taoudini, entre la Mauritanie et le Mali, où Total exploite du
pétrole. Gao et Kidal sont des zones où il y aurait de l'uranium. Au nord-est, il y aurait du gaz et du pétrole. Mais le plus important pour la France, ce sont ces sites du Niger. C'est pour cela d'ailleurs que le Niger est le seul pays africain à faire partie de Takuba, pays où Areva exploite de l'uranium. Le Niger est le 6e producteur mondial d'uranium, mais le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde. La deuxième raison, c'est Aminata Traoré qui nous l'a fourni. Pour elle, la France impose la gestion de sa propre sécurité, plus largement la sécurité de l'Europe contre le djihadisme et l'immigration aux Africains. Elle dira que les deux maux dont l'Europe veut se prémunir sont les enfants du néolibéralisme occidental. Toutes les mauvaises conséquences de leur système économique sont déchargées sur l'Afrique, le djihadisme et l'immigration. L'Europe fait tout pour maintenir les djihadistes en Afrique. Les djihadistes doivent rester hors des frontières de l'Europe, tant pis si c'est les populations africaines qui trinquent. Si vous voyez l'Europe s'agiter ainsi, c'est parce qu'ils ont enfermé les terroristes en Afrique et ils les combattent en Afrique pour protéger leurs économies. Voilà l'amour que l'Occident a pour nous. L'autre raison, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale qui a ruiné l'Europe et mis en danger la domination occidentale sur le reste du monde, l'Occident a décidé de ne plus faire la guerre chez elle pour protéger sa population, son économie et sa civilisation. Pendant que le monde entier est déstabilisé par l'Occident, eux vivent tranquilles loin des guerres et de la misère. Quand Emmanuel Macron dit que l'avenir de l'Europe se joue en Afrique, ce n'est pas anodin. L'Europe est actuellement sous la menace d'une guerre avec la puissance russe. Il ne faut surtout pas que cette guerre ait lieu en Europe. La dernière fois que l'Europe s'est mise ensemble, c'était pour le partage de l'Afrique et la colonisation. La recolonisation de l'Afrique est en marche et vous avez beaucoup plus de chances de mettre un terme à cela que vos ancêtres. Réalisez vos classiques, remettez vos bérets, réveillez les Sundiata Keita qui sont en vous et battez-vous. Se battre est la seule chose qui nous libérera. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Partagez, commentez, likez et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.